Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 254. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous pourrez dire ce que vous voulez, si vous travaillez sur le marketing digital, vous travaillez d'abord avec les mots. Le marketing en ligne, c'est le marketing de l'écriture. C'est un marketing posé qui choisit le mot juste pour transmettre un message. Mais qu'est-ce que c'est que le mot juste ? Comment fait-on pour savoir quel mot employer ? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mots en particulier à employer ? Figurez-vous que oui. Tous les mots ne se valent pas. Et pour ce qui est du marketing, certains mots ont des super pouvoirs. Certains mots vous permettent de vendre. Ah oui, là, je sens que j'ai votre intérêt. Dès qu'il est question de vendre, tout le monde écoute. Vous avez bien raison, parce que changer un mot, un seul mot, peut avoir un impact radical sur vos résultats. Pour nous en parler, j'ai appelé le spécialiste des mots qui vendent. Il les appelle les mots magiques. J'ai nommé Selim Niederhofer. Bonjour Selim, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci pour l'invitation. Écoute, je suis très très contente de te recevoir à nouveau parce que tu étais venue, j'ai même pas regardé quel épisode, ça fait un petit moment déjà que tu étais venue sur le podcast du marketing. Mais là aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ton tout dernier bébé, pour nous parler évidemment de copywriting, de comment est-ce qu'on va pouvoir écrire et bien écrire. On va rentrer dans le détail dans une seconde, mais d'habitude, je demande à mes invités de se présenter, sauf que toi, tu n'aimes pas qu'on fasse ça. On a eu une grande discussion là-dessus. Donc, je vais te présenter. On va voir ce que ça va donner. Donc, Selim Niederhofer. Vas-y, je mets les oreilles grandes ouvertes. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Selim, tu es un des grands copywriters qui tourne sur la scène de la création de contenu. Moi, je dis ça comme ça. Je t'ai rencontré, moi, sur LinkedIn, parce que tu es très, très actif sur LinkedIn. Et puis, quand j'ai creusé, quand on a commencé à se connaître un peu, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là, avant pour devenir copywriter ? Moi, je me demande toujours d'où ça vient, cette histoire de savoir écrire. Bon, tu as fait 2-3 petits trucs quand même. Tu as été responsable de la stratégie de contenu d'un site, je trouve ça très, très drôle, d'un site qui s'appelle Art de séduire, ou artdeséduire.com, j'imagine, qui était le leader des conseils en séduction. Moi, je savais même pas que ça existait, un truc comme ça. Je trouve ça formidable. Donc, tu as fait ça pendant un moment. Après, tu as parlé à moi, adolescente. Tu m'as dit, tu sais, j'étais community manager de Patrick Bruel. Alors là, évidemment, je ne pouvais que m'arrêter. Je trouve ça assez cool, en fait. Je me suis dit, merde, j'aurais bien aimé être community manager de Patrick Bruel. Ça devait être funky. Et puis, t'es concepteur-rédacteur, t'as bossé pour plein de marques, des grandes marques qu'on connaît, Wilkinson, la Fnac, Veuve Clicquot, plein de beaux mondes. Et puis surtout, tu as écrit un bouquin que j'adore, que je recommande très très souvent, je te le disais en off tout à l'heure, la dernière fois que je l'ai recommandé, c'est pas plus tard que la semaine dernière, aux gens qui sont dans ma formation. C'est le guide du copywriting que tu as sorti chez Erol en 2021, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Ouais. Tu vois, super. Je le recommande encore et toujours à tout le monde parce que c'est vraiment le bouquin, si on se pose des questions sur comment est-ce que je peux écrire pour vendre, il y a
plein d'astuces. C'est vraiment une petite mine d'or. On peut le prendre. Moi, je le prends au hasard, page 153, voilà, au pif. Et à chaque fois, je trouve un truc où je me dis, tiens, la prochaine fois que j'écris un truc, je vais essayer de rajouter ça. Donc, je le recommande. Et il se trouve que tu as eu l'idée de te dire, ça suffit pas, j'ai envie d'en écrire un autre. Je crois que c'est le 4e bouquin que tu écris. Ouais, là, on va dire la 4e qui est publiée chez un éditeur. J'en ai tenté un en auto-édition, mais oui, partons sur le 4e. Allez. 4e et demi que tu publies avec, il s'appelle Les mots magiques, toujours chez Erol. Moi, je vérifie, c'est bien ça. Toujours chez Erol. Et j'aime beaucoup ce bouquin. Tu m'as fait le plaisir de me l'envoyer parce que il n'est pas vraiment comme les autres. Il est un peu dans le même sens que le guide du copywriting, au sens où on peut l'ouvrir un peu n'importe où et choper à la page 253. C'est la page où j'interviens parce que tu m'as fait le plaisir de m'inviter pour un petit passage. Alors, je fais mon autopub, je suis très très fière. Moi, bien sûr. Et en fait, on peut prendre... Tu nous as pris 50 mots qui sont ultra importants, ultra intéressants, qui transforment les choses. 50 mots, et puis tu nous expliques comment on va les utiliser, pourquoi est-ce qu'ils transforment les choses, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça te semble correct comme présentation, monsieur Selim Niederhofer ? Madame Estelle Ballot, merci beaucoup pour cette présentation. Tu sais, mais c'est dur parce que au fil du temps, avec les années qui passent, on fait de plus en plus de choses. Donc, quelles sont les choses qu'on doit mettre en avant essentiellement ? T'as tout dit. Tu vois, moi, quand je dois me présenter, mais c'est une galère. J'ai du mal à me présenter parce que, j'ai envie de tout dire. Tu vois, c'est toujours ce souci d'être exhaustif. Non, mais en fait, les gens s'en fichent. Pour être lisible, quand t'as 12 000 casquettes, n'en mets qu'une seule. Et c'est pour ça, moi, en 2018, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ok, vas-y, arrête. T'es trop éparpillé entre Bruel, Art de séduire, le copywriting, ton blog lifestyle masculin. Enlève toutes les casquettes, garde-en une seule, copywriting. Expert en copywriting. Tu vois, donc je continue d'écrire pour les gros clients et même des petits parfois pas forcément connus, mais surtout formateur en copywriting et c'est ça qui m'éclate aujourd'hui et vraiment je communique là-dessus pour que ce soit clair et lisible. Tu vois, donc ça c'est le fameux problème de tous les slashers. À un moment, je me présentais, salut, je m'appelle Selim, je suis slasher. Vas-y, arrête. Non, arrête. Ça n'intéresse personne. Donne ta compétence et explique comment tu peux aider les gens à résoudre leurs problèmes. Donc là, écoute, ce que je peux dire, non, avec grand plaisir. Et ce que je peux dire, c'est que si vous voulez apprendre le copywriting, en fait, je le dis comme je te le dis, et tu m'as pas payé pour, hein, je le dis dans mes formations très très souvent. Allez voir Selim, allez voir ce qu'il fait, écoutez-le parce que énormément de conseils et des trucs super activables, super actionnables. Moi, c'est ce que j'adore. Ce que je fais sur ce podcast, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place demain dans notre business. J'ai envie aujourd'hui, Selim, de prendre ton bouquin, Les mots magiques, et de choper 3 mots, et puis qu'on en parle. Et qu'on voit ce que ça donne et pourquoi ces 3 mots. Le premier mot avec lequel j'ai envie de commencer, évidemment, que c'est le mot pour lequel tu m'as interrogé. Je vais dire un petit peu aux gens qui nous écoutent ce qui s'est passé. Tu m'as contacté il y a quelques mois, je sais plus. Ouais, c'était peut-être même il y a un an, tu vois. C'était peut-être même il y a un an, parce que j'ai pris du retard, tu vois. C'est vraiment... on est j'ai pris du retard. Écrire un livre, c'est long. C'est compliqué, c'est dur. Ça s'accouche, un livre. Donc, c'était il y a un an à peu près. Tu m'envoies un petit message et tu me dis, Estelle, j'ai écrit un bouquin. Je crois que tu m'avais dit ça va s'appeler Les mots magiques, je suis pas sûre, mais enfin tu m'as fait le brief très très succinct. Tu m'as dit voilà, je vais parler de certains mots, je voudrais te donner un mot et tu me dis ce que tu veux. Exactement. Alors moi j'ai bien aimé, je me suis dit merde, il est con lui. Il me dit tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais raconter, je sais pas. Bon, et tu m'as donné un mot, c'est marrant parce que j'aurais pas pensé à ce mot-là, mais j'étais très très fière que tu me donnes ce mot, tu m'as donné le mot bienvenue. Mais pour moi c'était ce logique. Mot bienvenue. Pour moi, c'était logique de te l'attribuer à toi, parce que en fait, tu vas l'expliquer mieux que moi, hein, mais sur l'importance de l'accueil, l'importance de se sentir accueilli. Donc pour moi, bien accueilli. Ouais, Estelle, go, allez. Ça me fait tellement plaisir. Mais tu sais que c'est vraiment un truc, non pas que je travaille consciemment, mais j'ai conscience maintenant que c'est vraiment un truc
absolument essentiel et que le rapport que tu as, alors sur le podcast et dans la vente et partout, dans mes formations, sur LinkedIn et n'importe où en fait, ça a un poids absolument primordial, le fait de se sentir bien accueilli par quelqu'un, ça change tout. Tu donnais un exemple dans le livre que j'ai adoré, je suis parisienne, tu donnes un exemple dans le livre où tu parles de ton expérience avec des gens qui sont bien connus à Paris et surtout bien connus des touristes ou des provinciaux qui viennent se promener à Paris, qui sont fatigués, qui à un moment donné veulent s'asseoir tranquillement, boire un bon petit café et qui sont accueillis avec la gueule de déterré, je ne sais pas comment l'expliquer, le regard froid du serveur de café parisien. Mais bien sûr, la figure du serveur de café, tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de services pour financer mes études quand j'étais étudiant. Et moi, j'ai eu un patron, c'était un vieux loup de mer. Tu vois. Il m'a dit déjà, vas-y, dégage cette vieille barbe, tu te rases, il faut que tu sois présentable. Et un mot pour chacun. Chaque personne qui est là, tu dois l'accueillir. Il faut que ici, ce soit comme chez lui, comme s'il se faisait un café chez lui. Ça allait encore plus loin. Moi, j'ai appris ce sens du contact et du service. Bienvenue, mesdames, messieurs, installez-vous. Ok, super. Mais ça va jusqu'aux enfants, évidemment. Tu as des enfants aussi. Donc, nous, on le sait, parents, quand dans un resto, on nous apporte feuilles et crayons de couleur pour les enfants. Mais évidemment, c'est assurance d'un pourboire. Pour moi, là, merci les gars. J'avais oublié le petit cahier de dessin. Vous nous sauvez la vie. Vous sauvez la vie de tous les autres guests qui sont en train de manger. Et pareil, bon, les compagnies aériennes, bien sûr, elles ont plus de budget. Et ça va jusqu'aux chiens. Ok, moi, on m'a appris. Ils m'ont dit, non, mais tu vois un gars qui arrive avec un chien. Hop, la petite gamelle. Moi, j'ai un chien. Donc, c'était assez naturel pour moi. Mais tout le monde ne le fait pas. En fait, bienvenue, on est là pour devancer le client, il arrive, il faut pas qu'il soit perdu parce que s'il rentre et qu'il y a personne pour lui, il sait pas. L'expérience client, elle n'est pas géniale. Je te donne un exemple concret. On vend des formations, toi et moi. J'en vends une pour former des copywriters, elle coûte assez cher. Évidemment, il y a la séquence mail de bienvenue automatique, mais à chaque fois que j'ai un client à ce tarif-là, je me mets devant ma vidéo, je tourne une vidéo pour lui. Salut machin, et ça me prend 5 minutes. Salut machin, bienvenue, merci beaucoup d'avoir investi là-dedans. Je sais que c'est un effort financier. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, tu vas pas passer un an avec des PDF. Tu passes un an avec moi. Moi, je passe un an avec toi, avec tes soucis, avec tes interrogations, avec tes ambitions. Tu me connais, tu as lu mon contenu en ligne, maintenant moi j'ai envie de te connaître. On va jusqu'où? Tu commences d'où? Tu démarres où? Pourquoi t'es arrivé ici? Et surtout, je t'aide à atteindre quel sommet? Je vais pas faire une longue vidéo, voilà ce que j'attends de toi, blablabla. Merci beaucoup, merci encore, et let's go au boulot. Tu vois? Et ça pour moi c'est hyper important. D'habitude je la fais tout le temps, cette vidéo de personnalisation. Il y a un moment où j'ai eu 10 ventes d'un coup en une journée, où j'étais malade. Je leur ai fait un mail, je leur ai dit les gars, je suis désolé, c'est honteux. D'habitude, je fais toujours une vidéo personnalisée, mais là, je suis au fond de mon lit en train de mourir. Je vous promets qu'on va se parler, on va se voir. Là, j'ai un peu honte. Je peux pas la faire cette fois-ci, j'espère que vous comprendrez, mais on y va, on va dérouler, tu vois. Et ça change un peu. Ça change un peu parce que tout de suite, tu viens d'entrer dans le grand restaurant et c'est pas le petit panneau attendez-nous ici pour qu'on vous place. Non, tu as quelqu'un qui t'accueille, vraiment. Ce poste, il est essentiel. Tu vas avenue Montaigne, allez, tu vas à l'avenue. Ok, à l'avenue, tu as forcément une dame, c'est souvent une dame, qui t'attend avec son cahier, qui te dit qu'il n'y a pas de place même s'il y en a, mais elle est là, tu vois. Et c'est le jeu. L'accueil, c'est hyper important. Mais pour se sentir bienvenu, il y a rien de pire, tu sais que quand tu rentres dans un magasin où waouh, tu le fais chier. Je rentre dans des restos parfois. J'avais écrit un truc, je crois que c'était en 2014. J'étais pas bien ce soir-là, je sortais d'une rupture, tu vois. Et je rentre dans un magasin de restauration rapide. Je ne donnerai pas le nom. Personne qui me regarde, rien du tout. Les gars, ils s'en foutaient. Je dis, mais ils veulent pas bosser, ils veulent pas quoi. C'est hyper important les ricains, ils disent quoi? Acknowledge. Je reconnais ta présence. Tu es là. Tu es un être humain, je reconnais, je valide ta présence, elle est essentielle pour moi, tu comptes, tu es un être humain, viens, je vais m'occuper de toi.
C'est super important ce que tu dis là, le côté comprendre que c'est un être humain. Et dans le digital, moi j'ai le sentiment, alors moi je travaille beaucoup beaucoup sur le digital, toi aussi, pas que, mais dans le digital, on a un peu tendance, on a cette distance en fait. Ce qui fait que on a tendance parfois à oublier que la personne à qui on envoie un email, la personne à qui on écrit quand on écrit un post sur LinkedIn, sur Instagram ou je ne sais où, ce reste des humains. Et si on oublie ça, on s'éloigne complètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, c'est un animal grégaire. Il aime la relation avec d'autres êtres humains. Donc si on n'acknowledge pas, comme tu dis en anglais, le fait que je suis là pour toi et toi tu es une autre personne avec qui je vais pouvoir travailler, eh bien on casse un truc. Et à un moment donné, il y a un choix à faire. Soit on décide de créer des relations, des vraies relations, soit on décide de faire des ventes et point barre. On peut, hein, tout est faisable, mais c'est pas la même chose, quoi. Et quand tu décides de créer des relations, le bienvenu, ça coûte rien, ce que tu disais. Le coût de ta vidéo, je vais le faire, je trouve ça super bien, je le fais pas. C'est une super idée, ça te prend 2 minutes 30. En plus, en vrai, tu racontes toujours plus ou moins la même chose, j'imagine. T'as des petites variantes et des machins, mais tu réfléchis pas 1000 ans à ce que tu vas raconter. Mais la personne qui le reçoit, elle est trop heureuse. Ouais, mais oui. Ça compte pour elle. Et puis après, tu as les petits éléments de personnalisation. Moi, je suis un stalker professionnel. Donc, quand la personne, elle me contacte directement, je vais voir LinkedIn, Facebook, machin. Ok, qu'est-ce qu'on met en avant? Il y a un enfant, il y a une ville où ils habitent, il y a un job, il y a une école qu'on a en commun, il y a une personne qu'on a en commun. On peut toujours créer ce petit plus. Tu vois, là, ce matin, je suis un peu tendu parce que hier soir, j'ai posté un truc sur LinkedIn. Parce que j'en ai marre de recevoir... Là, c'est le lancement du livre Les mots magiques. Et moi, je reçois beaucoup d'invitations sur LinkedIn. C'est tout le temps des hommes qui m'invitent à des live conférences, webinaires, machin, pour t'aider à faire ceci, cela. Mais où je leur dis, hey, trop cool, tu m'invites pour que je puisse parler du livre Les mots magiques. Je joue au con, clairement, je joue au con. Je sais très bien. Ils veulent juste que je participe à leur truc pour que j'achète derrière une formation. Je le sais. Mais moi, en ce moment, je me dis, attends, mais pourquoi est-ce qu'ils m'envoient ce message comme à 10 000 personnes alors qu'on est en contact, alors que potentiellement on a déjà parlé avant? Pourquoi ils m'envoient ce truc pourri au risque de casser notre relation? Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Concrètement, il s'en fout de moi, Selim. Il veut pas une relation, il veut juste un client. Ok, il veut juste un client. Donc, j'ai fait un post pour dire... J'en ai assez de ces mails, je ne balance pas les noms, d'accord, je les ai traités de guignols. Il y en a un qui l'a très mal pris, là il en a 3 messages successifs en inbox pour me dire « Ouais, c'est typique du mec frustré, qui a une douleur profonde, machin. » Non, j'ai pas une douleur profonde. Je lui ai dit « Tu vas envoyer des messages automatisés, ben vas-y. » Je réponds jamais d'habitude, là je réponds juste pour que tu m'invites, on voit si on peut faire un truc ensemble. Et même pas, il me dirait « Ouais, ce serait peut-être une bonne idée, tu vois. » Non, lui il veut vendre sa camelote. Donc derrière il me dit « Non, pas du tout, juste en tant que participant. » Je dis « Bah vas-y, dans ce cas-là, me dis pas que c'est personnalisé. » Tu vois, il y a rien personnalisé là-dedans. Mais c'est ça, ça c'est super important. Ce truc de personnalisation, on en entend tout le temps parler, il faut personnaliser. Très bien, fine. C'est soit tu personnalises, soit tu personnalises pas. On est d'accord. Tu peux envoyer des trucs à 10 000 personnes, il n'y a pas de problème. Tout le monde envoie tout le temps des trucs à plein de gens, hein. C'est l'emailing. Pas de problème. Mais à ce moment-là, si c'est pas personnalisé, le personnalise pas. Si c'est personnalisé, tu vois, parler à Selim, va parler à Estelle, etc. Et ça, c'est vachement important, je pense, parce que il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais bien sûr. Et ils savent très bien ce que c'est que le digital maintenant, les emails, etc. Faut arrêter. Donc soit c'est personnalisé, soit ça l'est pas, mais à un moment donné, il faut choisir son camp. Non, mais surtout que le gars me dit, tu vois, non, on les a envoyés à la main. Mais attends, si tu les envoies à la main, en fait, j'ai envie de lui dire, en termes de business, fais pas des copier-coller à la main en changeant le prénom. Il y a des logiciels pour faire ça. Oui. Donc, soit tu me prends pour un con, c'est bien, mais je suis un peu plus vieux que toi et je suis probablement encore plus con que toi s'il le faut. Et bon, voilà, ils l'ont pas très bien pris, tu vois. Ni l'un ni l'autre, ils le prennent pas très bien. J'évite, je donne jamais de nom, tu vois, en ligne. Le name and shame, c'est pas un truc que je fais parce que je suis pas là pour me faire des ennemis. C'est pas joli. Juste, c'est la pratique en soi qui fait que, bon, tu m'envoies des trucs, tu me dis que c'est personnalisé, alors que non. Juste dis-moi, mec, j'ai envie de faire du cash et je le comprends, promis, je comprends complètement. On n'est pas tous pareils. On ne pense pas tous de la même manière. Tu as des esprits plus ingénieurs cartésiens qui vont être là. Bon, en fait, le business, c'est la loi des grands nombres. Faut envoyer 10 000 mails pour faire 7 ventes. Ok, fine. Tu vois, si tu penses comme ça, c'est bien. Moi, je pense beaucoup plus que je dois envoyer 20 mails personnalisés pour faire ces mêmes 7 ventes.
tu vois. Mais ça me prend peut-être plus de temps. C'est un choix. C'est un choix, exactement. En tout cas, ce mot de bienvenue, moi, il me parle vraiment personnellement. Et tu vois, dans l'exemple, je laisserai les gens lire l'exemple, mais j'ai mis un exemple très, très, très personnel Oui. que je vis et que je vis tout le temps. Et je pense vraiment à cette personne-là à chaque fois. Mais ça change vraiment quelque chose quand on travaille le fait d'accueillir les gens et on crée de la relation. Et créer de la relation, si on veut vendre, parce que quand même, in fine, c'est ça qu'on veut. Bien sûr, évidemment. Créer de la relation, ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement, extrêmement bien si la relation est vraie. Donc, le bienvenu, il faut qu'il soit évidemment authentique. J'ai envie qu'on passe à un deuxième mot, Célim. J'ai envie qu'on aille... J'ai pris au hasard, ce que je disais, j'ai pris ton livre et j'ai pris au hasard des mots, si on a 50. Je me suis dit, écoute, on va prendre au pif. Et je suis tombée sur... le premier, c'était pas au hasard, hein, puisque c'était le mot que tu m'avais attitré. Mais les deux autres sont au hasard et je trouve qu'ils sont très, très bien tombés. Ce deuxième mot, c'est bientôt. Bientôt, en quoi tu vois un mot magique avec ce mot bientôt? Le mot bientôt. Et forcément, j'ai envie de dire, forcément, je suis un garçon, donc les studios Marvel, les super-héros, j'adore voir comment ils travaillent. Là, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué, mais il faut voir toute la remontée depuis 2010, 2012, les Avengers, tout ce qu'ils ont fait. Les gars, ils sont capables de te présenter les studios. Tu vois, c'est pas comme toi et moi où on peut se dire, ok, dans 3 mois, je sors une formation emailing, un PDF. Ok, oui, bien évidemment, tu peux le faire à la fin du mois même. Eux, ils ont besoin d'écrire, ils ont besoin de penser à tout un univers, ils ont besoin d'avoir une cohérence entre tous les films. La prod dans le cinéma, on te dit généralement un film c'est 5 ans de travail entre le moment où tu commences et le moment où il arrive dans les salles, et ils sont capables de te dire ok, bientôt ils te présentent au Comic-Con, donc le grand salon des films de super-héros, des mangas, des comics, tout ça, et ils te disent qu'ils ont un plan parfois 7 ans à 8 ans. Je trouve ça dingue. L'anticipation, voilà tout ce qu'on va construire pour vous, voilà toutes les sorties qui vont arriver pour vous divertir. Mais waouh, c'est très très fort parce que c'est du teasing, tu vois. C'est du teasing, et moi j'ai beaucoup étudié le monde du cinéma, principalement avant d'étudier le monde de la musique, avec Patrick Bruel notamment, mais le cinéma ça a toujours été le truc qui me faisait marrer pour m'évader, tu vois. Et quand tu vois comment c'est fait, ok, on annonce le début d'un tournage, on annonce le casting, on annonce que le tournage a commencé, puis on commence à lâcher quelques photos, ok. Le meilleur teasing ça a été celui de Barbie au cours des dernières années, donc c'était quoi, l'été 2023. Été 2023, Barbie, Oppenheimer, Barbie, tu étudies le teasing, il était fou furieux. Les premières photos, les premiers machins, puis on te dit quelle est la musique du film, et progressivement tu y arrives, et au moment où ça y est, il arrive dans les cinémas, d'abord les avant-premières, puis le film est partout, mais t'es bombardé massivement partout. Cet exemple-là, malheureusement, on peut pas tous s'en servir parce qu'on n'a pas le budget. Okay. Il y a une vraie notion de prendre les gros exemples à chaque fois de ouais, Apple, la stratégie. Ouais, mais frère, t'as pas l'argent d'Apple, donc à ton niveau, comment tu peux y réfléchir? Dans le bientôt, moi, il y a des gens que je suis, tu vois, je suis fasciné par le fait qu'ils appliquent cette technique du build in public. En ce moment, je suis quelqu'un qui s'appelle Hugo Benz. Je regarde sa newsletter et il nous écrit « En ce moment, j'écris la Bible de la productivité. » Je me dis « Waouh, je suis incapable de faire ça. » Moi, dans ma tête, ce qu'on m'a appris, je vais dire je suis un peu vieux, mais c'est cette stratégie du secret. Moi, je suis Google. Google, ils font un produit, ils vont pas demander. Ils débarquent. Steve Jobs, il dit pas aux gens. Tu vois, c'est comme Ford. Ford, il disait quoi? Si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, j'aurais mis des chevaux qui vont plus vite. Tu vois, je paraphrase, c'est pas ça exactement. Mais à un moment, le créateur, il a ce truc où attends, je vais pas demander à mon public ce que je dois faire pour eux et je vais pas leur raconter tout mon process de création. Ça, c'est mon côté un peu old school. Ok, t'as plein de groupes qui vont te dire non, secrecy. On n'y va pas là-dessus, mais quand on arrive, on va mettre des dépenses marketing où on sera inratable. Là où le bientôt il est utile, c'est que quand tu mets un peu de budget sur du bientôt, quand je dis du budget, c'est du temps, tu racontes ce que tu fais. Aujourd'hui, tu prends une photo de toi.
Oh les gars, trop content de partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai commencé l'écriture de mon nouveau livre. Affaire à suivre, tu vois, to be continued. C'est cool. Mais en fait, moi j'ai ce réflexe de me dire, attends, si j'en parle avant que ce soit là, en fait, je rate une opportunité de vente. Si je fais un post sur le sujet où il n'y a pas le lien de précommande en dessous, en fait, je rate une opportunité de vente. Donc ça me saoule. C'est pour ça que j'ai fait un lancement beaucoup plus ramassé. À partir du moment où le lien était dispo, là je peux en parler. Ça y est, j'ai signé, voilà la couverture, voilà ceci, voilà cela, tu vois. Beaucoup plus ramassé dans le temps, mais avec à chaque fois un call to action. Alors en fait, tu vois, c'est intéressant que tu le présentes comme ça, parce que ce bientôt, il a quand même une vraie vocation, c'est-à-dire qu'il te permet de diluer tes ressources. C'est-à-dire, tu as deux options. Soit tu fais comme toi, secrecy, je veux pas en parler parce que je veux pas qu'on sache, je veux pas qu'on me vole l'idée, je veux pas que ceci, je veux pas que cela. Tu fais comme plein de grosses boîtes. Je dis pas pour toi, on voulait voler l'idée, mais tu vois, Apple, ils vont pas parler de leur truc parce que il y a tout cet effet autour de cet effet d'annonce. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Ça veut dire que il faut avoir un gros budget au sens ressources, ressources marketing pour, d'un coup, au moment où tu lances le produit, paf, tu balances les chevaux et tu as toute ta campagne qui vient appuyer le lancement. Si tu veux utiliser le bientôt, l'avantage, c'est que tu vas commencer beaucoup plus tôt. Bien sûr. Ça va pas te coûter grand-chose parce que effectivement, ça peut être du building public, ça peut être de la communication, tu vois, globale, mais tu vas venir habituer les gens à l'idée qu'il va se passer un truc. Et tu vas venir les amener doucement sur ce que j'appelle le chemin, le parcours d'achat, de les faire avancer sur leur parcours d'achat pour qu'ils puissent commencer à être prêts à acheter au moment où toi, tu vas lancer. Donc, ça te permet en fait d'avoir moins besoin de ressources marketing en utilisant ce bientôt. C'est un choix après en stratégie marketing. Oui, bien sûr. C'est ce que tu disais, c'est vraiment lisser le budget, en fait, lisser les ressources, l'effort marketing. Est-ce que, il y a un bouquin que j'adore et que je recommande tout le temps qui s'appelle Launch de Jeff Walker. Jeff Walker, c'est le tueur du lancement, pré-lancement, pré-lancement, lancement et post-lancement. Il divise en 4 phases et forcément la phase de pré-lancement, elle est géniale parce que il donne des tips comme ça de... On est vraiment, tu vois, le film Inception, c'est comment tu vas planter la graine, mais trois niveaux en arrière. 3 niveaux en arrière et progressivement, l'idée, elle va germer, second niveau, premier niveau, hop, ça y est, t'arrives avec ton lien d'achat. C'est très très cool. Et puis, dernier point, effectivement, ça va dépendre aussi de ton niveau de ressources, tout simplement. Quand t'es Apple, quand t'es Beyoncé, tu vois, l'exemple que je donne dans le bouquin, c'est, mais Beyoncé, elle va pas te dire, dans 3 mois, je lâche un nouveau. Non. Même parfois, elle arrive, boum, pub, pendant le Super Bowl, au fait, il y a mon nouvel album qui est dispo. Waouh. Elle te retourne le cerveau, tu vois, mais c'est Beyoncé. Elle est établie. Elle a une marque, elle a une force de frappe, tu vois, son branding n'est plus à faire. Si toi, t'es un débutant, oui, le positionnement sur LinkedIn de building public, tu vois, pareil, je vois tous les ghostwriters ou copywriters, il y en a plein qui sont là à faire du building public. Je bâtis mon offre. Moi, il y a rien qui me saoule plus que j'amène mon produit à 1 million de revenus par mois. Et je m'en fous, franchement, tu vois, en quoi ça m'aide? En fait, c'est une position où ta vie, je m'en fous. Moi, je veux comment tu aides tes clients. Quand ta story, c'est uniquement me raconter toi, je vais arriver à 1 million par mois, mais en fait, je m'en fous. Positionne-toi. Je trouve que c'est un positionnement très... auto-centré. Ouais, voilà. C'est très, très auto-centré de moi, je regarde mes gros muscles. Mais je crois qu'il y a une vraie grosse différence. Pour moi, le building public, il se trompe. Ça peut être utile pour un truc, ça crée du personal branding, bien pourquoi sûr. pas. Mais pour moi, le building public, il ne fonctionne pas sur cette histoire de bientôt et de préparation parce que le job de ce pré-lancement, voire du pré-pré-lancement, comme tu disais, c'est de préparer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, préparer l'audience, l'éduquer pour qu'elle soit prête à prendre sa décision. Tu peux pas la forcer à acheter. Prendre sa décision, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec toi, pas travailler avec toi, point barre. Mais au moins, la personne a les informations nécessaires, les éléments. Il y en a plein de types d'éléments possibles, mais les éléments sont dans sa tête pour pouvoir prendre cette décision. Et c'est là où ça sert. Le building public, là-dessus, à part créer des comparaisons et se faire un peu mousser,
très sincèrement, je suis pas sûre qu'ils servent vraiment à grand-chose. En revanche, tu vois, le pré-lancement, moi j'aime beaucoup cette idée du pré-lancement parce que tu viens semer la graine, comme tu disais, tu viens semer la graine dans l'esprit de la personne. Et il travaille pour toi tranquille, tout seul. T'as même pas besoin de payer. Il se fait sa campagne marketing tout seul, finalement. Ouais, c'est ça. Et tu vois, sur cette notion de teasing, je reboucle avec Marvel. Ils sont connus pour quoi? Pour la scène post-générique. Après le générique, t'as toujours, wow, tu vois, t'as maté ton Spider-Man et tu vois les 6 ennemis qui vont arriver. Fou, tu as T'en peux hâte, plus, tu t'as attends. besoin d'attendre. Et tu l'as vu et bon, bah ok, tu vas attendre 2 ans, 3 ans pour le film suivant. Mais t'inquiète, la graine, elle était plantée. Super intéressant de planter la graine. On arrive à mon 3e mot, qui en fait est 2 mots. C'est parce que. J'adore moi ce mot, parce que. Je lisais dans le livre, le témoignage, pardon, j'ai oublié la personne qui le mettait, mais qui est un témoignage très drôle. Qui dit, C'est j'aime Guillaume. beaucoup ce mot parce qu'il est rigolo, il s'écrit en 2 mots et tout, il est sympa. Exactement. Et effectivement, il y a un truc avec ce parce que. C'est le mot quand j'étais petite que je savais pas écrire dans la dictée, où je me disais, je sais jamais comment il s'écrit ce parce que, où est-ce que ça se sépare. Bon. J'adore ce mot parce que, mais surtout, il a une vraie valeur parce qu'il a la valeur de la rationalité, là où on dit, et moi la première, on dit très souvent, ce qui vend, c'est l'émotion. Oui. Ce qui, je pense, est vrai. Ce qui vend, c'est l'émotion. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le rationnel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'utiliserais, toi? Tu vois, le truc par rapport à ce que tu dis, c'est les études montrent que 90% de notre achat, il est fait de manière émotionnelle. Okay. Mais derrière, je peux pas me dire, moi en tant qu'être humain doté de lunettes rationnelles avec un cerveau et des diplômes, tu vois, c'est important pour mon estime de moi-même de me dire non, j'ai pas acheté sur un coup de tête, j'ai pas acheté parce que c'était orange fluo et qu'il y avait un gros euro sur la couverture à la place du E. Non, je l'ai acheté parce que c'est 50 mots précis pour définir votre stratégie de contenu, devenir plus visible en ligne. Et j'en ai besoin, faire plus de ventes. Et j'en ai besoin. Tu vois, tu peux pas te dire j'ai acheté une maison sur un coup de tête parce que elle m'a plu, elle était belle. Waouh, juste la verrière, la luminosité. Non, derrière tu vas venir rationaliser. Parce qu'il y avait un terrain, parce qu'elle est à 15 minutes de la ville et 15 minutes de la gare. Tu vois, tu vas rajouter tous ces éléments après. L'être humain, il a besoin toujours de savoir que c'est lui qui prend la décision. Il a besoin de rationaliser ça, c'est-à-dire de mettre quelque chose de logique derrière. Quand il se rend compte qu'il a pris une décision émotionnelle, il déteste. Ça veut dire, oh merde, j'ai été débile. Mais non, il ne peut pas se dire ça à lui-même. Parce que ça nous met un coup à notre estime de nous-mêmes. Et on n'aime pas se faire du mal. On n'aime pas s'auto-dévaluer, donc dévaloriser. Donc on a besoin d'un parce que. Et là où il y a eu des chercheurs qui ont bossé sur ce mot magique. Moi, c'est probablement mon préféré de tout le livre, ok, avec merci. Parce que et merci. Mais là où j'adore le parce que, c'est qu'ils ont vraiment bossé. Comment est-ce que tu sais que ce parce que, il va être utile dans ton business? Là, ils ont eu une idée qui est quand même géniale. Imaginez une machine, une photocopieuse, ok, un photocopieur. On est à Harvard, là où ils font toutes les études, Harvard, Stanford, toujours les grandes universités américaines. On est dans les années 80 pour cette étude, d'accord? Donc on a encore des gens, des étudiants qui font beaucoup de photocopies. Et là, 5 mètres plus loin, vous avez un observateur qui est là avec sa petite feuille et qui compte. Il va compter combien de gens vont dire oui. Oui à quoi? Oui à, il y a un étudiant qui arrive avec un stock de feuilles et qui va demander aux 3-4 personnes qui font la queue, bonjour, est-ce que je peux passer devant vous pour faire des photocopies? Là, il va obtenir un certain nombre de réponses positives. Ils vont refaire le test, ils vont contrôler. Il n'a pas donné de réponse, ok? C'est logique. Bonjour, est-ce que je peux passer devant vous pour faire des photocopies? Oui, ok, bien sûr. Ils vont se laisser doubler gentiment parce que c'est des gentils. Derrière, ils vont passer avec une justification pourrie. La justification, c'est bonjour, est-ce que je peux vous passer devant parce que je dois faire des photocopies? Mais eux aussi, ils ont besoin de faire des photocopies. Le fait de justifier avec le parce que j'ai des photocopies à faire, ça fait monter le taux d'acceptation, je crois que c'était 93%. Ouais, c'est ça, énorme. j'ai les chiffres sous les yeux. Et derrière,
il y a encore mieux. Ils ont retesté avec un faux parce que j'ai un train à prendre ou parce que je sais plus quoi. Parce que je suis pressé. Mais regarde, on est tous là, on est tous pressés ou quoi. À peu près le même niveau. Le simple fait d'utiliser un parce que rationnel ou un parce que complètement farfelu donnait à peu près le même résultat. Ce qu'on en a déduit et ce qu'on utilise, c'est que vous devez aider vos clients à rationaliser leur achat, leur décision, leur inscription à une newsletter dites-leur parce que. En fait, tant qu'on n'a pas le pourquoi dans nos têtes, on peut pas. Et c'est là que vous arrivez avec un parce que. Si vous arrivez avec le parce que ça va vous aider à faire ceci, cela, parce que c'est fait en matière biodégradable, parce que on n'utilise pas des enfants pour travailler ou quoi, ça va marcher. Ça va améliorer vos chances de vente, mais juste avec un petit mot. Et c'est ça, moi, que je trouve fou. Au moment où j'ai découvert le copywriting, tu vois, en 2010, quand le gars m'a dit, en fait, c'est ça, le copywriting, c'est utiliser certains mots pour mieux réussir. Waouh, fou. Complètement C'est fou. ça que je trouve vraiment super intéressant, Célim, avec ton bouquin, avec ces 50 mots. C'est qu'en fait, on comprend ça. On comprend que... Moi, tu vois, je me disais bêtement, moi j'ai toujours bien aimé écrire à l'école. Je disais que je voulais être, quand j'étais en primaire, je disais que je voulais être écrivain célèbre. Je voulais pas être écrivain, moi je voulais être Bien sûr, écrivain célèbre, c'est beaucoup mieux. C'est quand même plus sympa, on va pas se raconter de bêtises. Donc moi je voulais être écrivain célèbre, j'écrivais, et je trouvais que j'étais formidable quand j'écrivais, je faisais des métaphores, des comparaisons, c'était vraiment très très joli. Mes profs de français me disaient, Estelle, c'est très très beau comment t'écris, on aime beaucoup. Mais ce qu'on apprend avec le copywriting, c'est que ce soit joli, c'est bien peut-être, mais c'est pas ça qui change le truc. Ce qui change le truc, c'est quelques petits mots. C'est vraiment, tu changes sur un même texte, un mot, deux mots, une tournure de phrase, et tu vas changer ton taux de conversion. C'est ça que je trouve assez surprenant, si tu veux, quand on commence à vraiment se poser la question du copywriting, des stratégies de copywriting et de comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller vendre grâce à des mots. Là, tu nous en donnes 50 dans ce livre. Donc, prenez ce livre, ouvrez-le au pif. Moi, vraiment, je conseille de le lire comme ça. Ouvrez-le au pif. Et puis, prenez un mot et essayez, la prochaine fois que vous avez un truc à vendre, d'utiliser ce mot, d'utiliser le parce que, d'utiliser le bientôt, d'utiliser le bienvenu pour pouvoir vendre plus. Est-ce que ça te va, Célim, comme description de ton bouquin ? J'adore, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, il n'est pas fait pour être lu d'une traite, mais c'est vraiment, ok, je prends ce mot, comment je l'utilise dans mon business ? À quel moment dans mon entonnoir de vente, tu vois ? Est-ce que c'est tout au début quand on me connaît pas ? Est-ce que c'est quand on est déjà dans ma newsletter qu'on me connaît mieux ? Est-ce que c'est pour pousser à l'achat sur une page de vente, une fiche produit? Est-ce que c'est une fois que ça a été acheté? Est-ce que c'est pour la fidélisation? Tu vois, on peut les utiliser un peu, je vais pas dire n'importe quand parce que chacun a quand même son utilité, mais oui, il faut y réfléchir en termes stratégiques. Ok, celui-là, à quel moment je l'utilise? Parfait. Écoute, Célim, si on veut te retrouver, si on veut en savoir plus sur toi, je vais mettre bien sûr le lien du livre dans les notes de l'épisode, mais si on veut te parler, te poser une question peut-être, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi ? Généralement LinkedIn à Célim Niederhofer, c'est là que je suis le plus joignable et je réponds à tous les DM pour le moment parce que ça va encore, je suis pas débordé de demandes. Ok, super. Donc, si vous voulez embêter Célim, allez lui envoyer un DM sur LinkedIn. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis surtout, allez vous procurer les mots magiques, 50 mots qui vont vous aider à vendre, à faire plus de ventes. Parce que c'est bien aussi de vendre. C'est bien de vendre, bah oui. Merci beaucoup Célim, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup Estelle, merci. Un grand merci Célim d'être revenu sur le podcast du marketing. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et à chaque fois, on apprend plein de choses, plein d'astuces, plein de choses à mettre en place directement dans notre business. C'est ça qu'on aime sur le podcast du marketing. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre sur la newsletter du podcast du marketing. On est 10 000. 10 000, ça me paraît dingue. On est 10 000 toutes les semaines. Je vous envoie un email où je vous parle de l'épisode du podcast de la semaine et puis je vous donne aussi mes bons plans, mes astuces, mes actualités et je vous parle de ma vie d'entrepreneur. Pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.